Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. On s'est fait piéger, mon ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs qui ont loupé un grand moment d'opéra juste avant. C'est ça. C'était le chanteur de Mexico. C'est ça. C'est pour ça que vous vous expliquez pourquoi nous rigolions. Allez-y, jeune homme, exprimez-vous. Non, je vais pas chanter. Vous savez qui on fera chanter? Mais alors on fera chanter, on va pas le faire chanter en lui demandant de l'argent. Quoique peut-être. C'est Mathieu Lamour. Mathieu Lamour, le directeur d'Arcurial Motorcars, qui a une voix extraordinaire et qui chante très bien. Et ce matin, là, au moment où on est en train de parler, il doit d'ailleurs, alors il n'est pas en train de chanter, mais vous savez qu'au Mans Classique, puisque c'est un des événements de ce week-end, au Mans Classique, il y a la vente Arcurial ce matin. Donc voilà, super, ça fait la passerelle. On va faire effectivement notre rendez-vous avec vous, 0826 300 300. Vous avez vos questions à poser à l'ami Jean-Luc. Vous voulez partager quelque chose avec nous, ce qui vous est arrivé sur la route, pourquoi pas, avec votre voiture ou pas. Là aussi, vous pouvez aussi nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr, en mettant bien on parle auto et bien sûr vos coordonnées complètes. On va avoir une pensée particulière pour tous ceux et toutes celles qui ont pris les routes des vacances. Ça y est, depuis certains déjà cette nuit et aujourd'hui et ce week-end, soyez prudents. Ça va continuer pendant tout le mois de juillet. Donc on va, dans Parlons bien, on va refaire un petit point, que vérifier sur sa voiture avant la route des vacances. Et puis les Français roulent-ils trop vite sur la route des vacances? Ce sera notre premier sujet. Ouais, avec une enquête très édifiante qui a été menée par TomTom et Caradisiac. Vous allez voir, les résultats sont loin de la couleuvre qu'on essaye de nous faire avaler d'habitude. Voilà, on va évidemment vous donner la réponse, la parole aussi, toujours au 0826 300 300 sur Sud Radio. L'essai de la semaine, la série. Le Nissan Juke hybride, enfin. Pourquoi enfin? Parce que il était juste disponible avec un seul moteur essence. C'était une offre un peu limitée et c'est vrai que dans le groupe, il y a des modèles, en particulier le Renault Captur qui bénéficie d'une motorisation hybride très réussie et le Nissan Juke en hérite. Est-ce que ça va être suffisant pour le faire remonter dans le classement? Vous le saurez tout à l'heure. Et puis vous le saurez aussi tout à l'heure, c'est le grand retour du Mans Classique. On en parlera dans notre très joli rendez-vous, l'un de mes préférés à 13h07. Parlons Classic Car. Et puis évidemment, on vous attend dès maintenant. 0826 300 300. Vous venez aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nos co-animateurs. Régulièrement, je vous donnerai la parole. C'est parti, on parle auto avec vous et sur Sud Radio jusqu'à 13h30. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Les Français roulent-ils trop vite sur la route des vacances? Et pour en parler, nous accueillons Vincent Martinier, qui est directeur marketing de TomTom pour la France. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, Vincent, selon la sécurité routière... Non, Vincent chante pas encore, peut-être. Non, je ne chante pas. Non, il chante pas. Donc selon la sécurité routière, c'est toujours la même chanson là, en revanche, depuis des années. On nous dit, ça y est, les automobilistes se sont relâchés, ils roulent encore trop au-dessus des limitations de vitesse. Alors qu'en est-il vraiment? Et c'est la deuxième année consécutive que TomTom, avec Caradisiac, fait une étude sur des millions de kilomètres parcourus pour connaître la réalité de la vitesse des Français sur les routes. Combien de millions de kilomètres de parcourus analysés, Vincent? On est sur plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions, puisqu'en fait, on a aujourd'hui des chiffres qui nous remontent par des millions de véhicules. On équipe aujourd'hui à peu près une voiture sur 5, soit par les téléphones portables, par les constructeurs avec lesquels on travaille, et donc tout ça nous donne une bonne exhaustivité de la réalité de la vitesse en France sur quasiment une voiture sur 5. D'accord. On a vu les chiffres de la sécurité routière qui étaient relativement bons pour la voiture, mais qui étaient très mauvais pour d'autres modes de transport, en particulier les vélos. Et la conclusion que beaucoup en ont tirée, c'est oui, mais si les voitures roulaient moins vite en ville, il y aurait moins de tués à vélo. Or, la vitesse moyenne en ville, elle est inférieure à la limitation, on est d'accord? Ah oui, elle est inférieure à la limitation parce que évidemment on est contraint par l'architecture même des villes et le réseau lui-même, puisque que ce soit par le système des feux, des essences giratoires et autres, on a forcément une vitesse qui est relativement basse. Et puis, on a un chiffre. Aujourd'hui en France, on a choisi de prendre 3 villes qui sont passées à 30 km/h et on a regardé un petit peu sur ces 3 villes qui sont Grenoble, Nantes et Lille, quelle était la vitesse moyenne. Aujourd'hui, sur la moyenne de ces 3 villes, on est à peu près à 30 km/h. Ouais. Voilà.
30 km/h, en précisant moyenne, que, alors c'est des villes qui sont passées à 30 km/h, mais il reste des axes qui sont limités à 50, on est d'accord? Oui, tout à fait. Il y a les grands axes qui restent limités à 50. Il y a même parfois des autoroutes, enfin une partie de 4 voies urbaines qui peut rentrer, et quand elle rentre, puisqu'on a regardé vraiment dans la délimitation administrative de chacune de ces villes, donc il y a parfois même des zones à 4 voies, oui, dans ces villes. D'accord. Alors sur route, ça fait quand même 3 ans qu'on a le débat 80-90 km/h. Est-ce que ça a changé quelque chose et à quelle vitesse on roule sur les routes secondaires? C'est pareil, on s'est dit, on va regarder des départements qui sont repassés aujourd'hui à 90 km/h, puisqu'il y a quelques années, on a laissé, il y a 2 ans, la possibilité à certains départements de repasser à 90 km/h. On a pris des départements comme la Creuse, l'Orne, le Loiret, qui sont des départements qui sont repassés pour une partie de leur réseau à 90 km/h en visite, en limitation de vitesse. Et finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, la vitesse reste aux alentours des 82 km/h pour l'ensemble de ces territoires, ce qui finalement est en deçà des 90 km/h. Ouais, donc c'était vraiment une fausse bonne mais en idée, plus, ça. c'est n'importe quoi, parce que on est repassé à 90 km/h, vous nous dites on est aux alentours de 82. On parle de moyenne. Oui, de moyenne. On était à quoi, 79,2 km/h d'après vos chiffres, quand on était à 80, donc ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose, il n'y a pas eu une nette accélération finalement, le fait de passer à 90 km/h n'a pas... C'est pourtant pas ce que dit la sécurité routière, qui dit attention, dans les départements qui sont repassés à 90, il y a plus d'accidents parce qu'on roule trop vite. Alors eux, ils n'ont pas de chiffres. Ouais, mais alors, oui, après, alors c'est vrai que nous on a pris délibérément des tronçons. En plus, on a choisi des tronçons vraiment où la vitesse était en fait où il n'y a pas des passages à 60 ou à 50 km/h. Ce sont vraiment des tronçons où la vitesse du début à la fin est à 90 km/h. Donc c'est vraiment la vitesse moyenne sur un tronçon total avec la limite de vitesse. Donc effectivement, aussi on remarque évidemment que sur certains départements qui sont peut-être un peu plus sinueux, forcément la vitesse est même encore moindre finalement. C'est sûr, si vous êtes sur une route de montagne, évidemment, pour rester à 80, c'est pas facile. Vincent Martinier, de Stéphane, qui est le co-animateur sur Facebook, la page Sud Radio. Vous pouvez nous mettre tous vos messages, et d'ailleurs bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Stéphane qui dit, est-ce que la Nationale 7 est toujours privilégiée, la différence entre nationale et autoroute sur les vitesses? Vincent? Alors, on n'a pas regardé toutes les nationales, on a vraiment fait un choix sur certains. Après, je ferai avec plaisir pour une prochaine émission, on pourrait regarder certaines nationales et Nationale 7, mais là, on a choisi finalement de prendre des tronçons particuliers. Finalement, on n'a pas l'exhaustivité du territoire, mais de choisir finalement dans ces départements des routes représentatives du territoire. Moi, ça m'intéresserait, Vincent, que vous puissiez analyser la vitesse moyenne des camions sur ces axes-là. Est-ce que c'est possible ou pas techniquement ? Alors, le principe qu'on a chez TomTom, c'est d'anonymiser toutes nos données. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est au volant, on ne sait pas même si c'est un quel camion. Type de véhicule, alors, on a vraiment, pour avoir une neutralité totale, on agrège toutes les données et on n'a que des points qui circulent sur les routes. On ne sait pas les relier à un utilisateur ou à même son véhicule. D'accord. Et les points, ils circulent également sur autoroute. Alors, sur autoroute, c'est pareil, on entend tout et n'importe quoi. Et ça roule à combien sur autoroute en moyenne ? Alors, sur l'autoroute, on est toujours à des vitesses qui sont à peu près de 121 km/h de moyenne harmonique. Alors la moyenne harmonique, ça veut dire qu'on a vraiment, on divise les millions de kilomètres qu'on a par les centaines de milliers d'heures de circulation, et finalement on a une vitesse harmonique qui est de 121 km/h. Ouais. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on est effectivement aussi en deçà, et il faut bien voir aussi qu'on a pris effectivement des tronçons où la vitesse était à 130 km/h, donc ça n'inclut pas les voies de ralentissement ou les zones de péage où évidemment on est dans des vitesses encore inférieures. Mais alors, ce qu'on entend, Jean-Luc, c'est qu'on nous les Français, on conduit pas trop vite en fait. Non, on roule pas trop vite, et surtout, alors là on parle de l'autoroute, mais je regarde les chiffres parce que vous avez publié également les chiffres de 2019, 2021, 2022. Si je prends l'autoroute A6, donc qui est la plus fréquentée de France, on est d'accord. On est aujourd'hui à 119,6 km/h. On était à 121,7 km/h en 2019 et à 119,4 km/h l'année dernière. Ça veut dire en gros que c'est toujours à peu près la même vitesse. Les gens n'ont pas réaccéléré comme on essaye de nous le faire croire là depuis un petit moment. Non, les gens n'ont pas réaccéléré. On aurait même pu, et finalement c'était quelque chose qu'on a cherché à déceler, on aurait même peut-être pu s'attendre à une baisse finalement, parce qu'aujourd'hui avec le prix de l'essence et la consommation de nos véhicules, évidemment,
si on réduit sa vitesse, on va a priori réduire sa consommation. Et c'est quelque chose qu'on a regardé. Et pas qu'en France, on l'a regardé en Allemagne, on l'a regardé dans les pays voisins. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a pas finalement une adaptation, une baisse de la vitesse à laquelle on aurait peut-être pu s'attendre en raison de l'augmentation du prix de l'essence. Tiens Vincent, vous nous parlez des pays étrangers. En Allemagne, où la vitesse est libre sur certaines portions d'autoroute, est-ce que vous connaissez le chiffre de la vitesse moyenne ? Est-ce que vous avez fait des analyses ? Exactement, on l'a fait. Alors, on ne pourrait pas exactement comparer sur le même rapport parce qu'à la différence de ce qu'on a fait avec Caradisiac, comme je vous le disais, pour Caradisiac, on a pris vraiment les tronçons à 130 km/h et on a regardé les vitesses moyennes. L'Allemagne, on l'a fait, mais sur l'ensemble des autoroutes, y compris ces voies de ralentissement, y compris. On est à 110 km/h quand on prend vraiment l'ensemble des autoroutes en y intégrant les voies de décélération et autres. Il faut voir aussi que l'Allemagne et les autoroutes, on pense souvent que les autoroutes, la vitesse n'est pas limitée et libre. Elle est libre sur des portions très très réduites et à certaines heures, pas tout le temps. Vincent Martinier, vous qui êtes directeur marketing de TomTom pour notre joli pays France, par rapport à l'Allemagne, puisqu'il y en a beaucoup qui vont partir en Espagne, en Italie, là aussi, et vous avez fait des études ou pas ? Ça roule comment ? Alors, je ne l'ai pas faite pour l'Espagne, l'Italie. On l'a faite pour un journal allemand qui s'y intéressait aussi. Mais avec plaisir, peut-être pour vous en reparler à la fin de l'été et regarder ce qu'il en est ressorti. Parce qu'il y en a beaucoup c'est deux destinations privilégiées également. Est-ce que vous pouvez faire une analyse précise sur la vitesse de Laurence Perrault ? Ça vous, il va falloir qu'on mette un tracer dans sa voiture, qu'on s'interdit de faire, évidemment. Ça tombe bien. Bon, merci de me demander mon avis. Merci beaucoup Vincent. On vous embrasse. Plaisir. Passez un très bon week-end. Merci. Et puis bonnes vacances. Et bonne route à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Directeur marketing la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été. Un petit coup de refrain. National 7, on va un peu plus loin, s'il vous plaît, Bastien, notre super réalisateur, histoire de nous mettre... Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Bienvenue en Béarn-Pyrénées. Vous me reconnaissez ? Je suis Henri IV, ambassadeur de ma terre natale sur les routes du Tour de France. Le Béarn-Pyrénées, une rencontre avec les splendeurs de la nature et ses panoramas grandioses. Venez vivre des vacances curieuses et gourmandes. Béarn-Pyrénées, Gîte de France 64, partenaire du Tour de France sur Sud Radio. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Lorraine, qui s'assied sur les siennes. Albert, qui les perd, les trouve et les repère. Yves, qui ne voit rien sans ses progressives. Et Mireille, qui aime le soleil. Cet été, Chin Chin Daflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Offre valable jusqu'au 31 août, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Bonjour, vous auriez des nectarines ? Bien sûr. Regardez ces belles nectarines jaunes ou blanches, origine France, cultivées dans des vergers éco-responsables. Un délice à 2,59 € le kilo. Et elles sont bien fraîches. Nos fruits et légumes sont livrés tous les jours. Ok, je vais vous prendre vos délicieuses nectarines à 2,59 € le kilo. Très bon choix. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 3 juillet, catégorie 1, calibre B, livraison du lundi au samedi. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Sud Radio Bordeaux. 106. Sud Radio. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « Bientôt la fin des travaux de ma salle de bain. Dernière étape, il me faut une paroi de douche résistante et facile à nettoyer. » On vous répond « Découvrez notre paroi de douche à l'italienne Neo Sensea. Robuste et traitée contre le calcaire, elle est garantie 10 ans. Et jusqu'au 18 juillet, profitez de moins 15% sur les douches Neo. » Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? Toi t'as un scoop. Ah oui, et ça va secouer. Contre l'inflation, Lidl fait moins 5% de remise immédiate avec l'appli Lidl Plus. Sur son produit, pas plus, non ? Vous rigolez ? Moins 5% sur tout le supermarché, oui. Sur tous les produits ? Là faut pas pousser, hein ? Ah bah si, c'est le coup de pouce qui vaut le coup, patron. Et du coup, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Offre valable des 50 € d'achat une fois par mois jusqu'au 31 août. Pensez à activer le coupon de réduction dans l'appli Lidl Plus. Plus d'informations sur Lidl.fr. Chaque jour, des millions d'hôtes accueillent des voyageurs chez eux avec Airbnb. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez compléter vos revenus en louant votre logement.
Vous hésitez encore à vous lancer? Alors nous avons mis en place une protection complète pour que vous puissiez accueillir des voyageurs en toute sérénité. Cette protection, c'est AirCover. Et elle vous permet d'être protégé à chaque fois que vous accueillez des voyageurs. Comme ça, votre logement et vos objets sont couverts et vous êtes tranquille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr/aircover pour les hôtes. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on parle auto avec vous, vous le savez, au 0826 300 300, vous nous appelez, vous n'hésitez pas, nous avons évidemment le standard qui vous accueille, vous posez votre question à l'ami Jean-Luc, par exemple, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail sur jeparticipe@sudradio.fr. Bah tiens, on va accueillir notre ami Franck qui a fait 0826 300 300 pour nous rejoindre. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Bonjour Franck. Ça va. Vous êtes où, vous? Alors, là, actuellement, je suis en entrée de Maurienne, là, dans la vallée qui qui va aller sur le tunnel du Fréjus et Milan. Hein. D'accord. Et je suis en train de faire construire un chalet, là, et je vais y habiter d'ici une quinzaine de jours, donc je suis là sur le chantier aujourd'hui, là, dans ma voiture. Donc, il sera prêt, Franck, pour cet hiver, quand on va venir au ski avec Laurence. Ah gardez bien mon numéro. Ok, alors ça, il ne faut pas nous le dire deux fois. Franck, on vous écoute. Oui, et donc en fait, je suis propriétaire depuis pas tout à fait 2 ans là, d'une MGC de 1969. Et j'avais des doutes un petit peu sur la température d'eau du moteur. Alors, l'hiver, il n'y a aucun souci. Par contre... heureusement. Oui. Mais quand il commence à faire des 30-35 degrés, alors l'aiguille de température d'eau a tendance à se déplacer vers la droite. Elle n'atteint pas le hot. Pas complètement, mais je trouve qu'elle est bien haute, surtout quand on est sur autoroute où il y a quand même du débit d'air. Hein. Et par contre, elle dépasse jamais. J'ai jamais eu d'odeur de liquide de refroidissement. Vous avez jamais claqué un joint de culasse? Il n'y a pas d'eau dans l'huile et puis d'huile dans l'eau? Non. Là, il n'y a pas d'eau dans l'huile, pas d'huile dans l'eau. Il n'y a pas de perte d'eau, il n'y a pas de perte d'huile. Il n'y a pas de consommation d'huile non plus d'ailleurs. Franck, faudrait déjà commencer par faire une chose. C'est vérifier que la sonde... elle est bonne. Alors, ce que vous allez faire, ça coûte maintenant, allez, sur Internet, ça coûte moins de 20 €. C'est acheter un petit thermomètre, là, vous savez, laser, et de vérifier. Vous vérifiez avec votre manomètre, et vous vérifiez que la température du radiateur quand le moteur est chaud correspond bien à ce que le mano indique. Vous allez voir, ça, on se rend compte que sur les vieilles bagnoles, une fois sur deux, le manomètre n'est pas bon. Donc ça, c'est la première chose. Si ça se trouve, votre radiateur, il est plus froid que ce qu'indique le manomètre, ou à l'inverse, il peut être plus chaud. Moi, j'ai plutôt, en général, c'est le cas inverse, c'est-à-dire le mano, il dit tout va bien, et puis vous prenez le moteur dans le museau. Donc c'est bien de vérifier avant, parce que là, votre thermomètre va vous indiquer au degré près. Donc en gros, si votre radiateur il est à 90 degrés quand le moteur est vraiment en température, et que le mano est un peu haut, il n'y a pas de souci. Après, dans votre cas, avec la MGC, un 6 cylindres sous le capot d'une MGB, il n'a pas beaucoup de place. Donc c'est vrai qu'il faut déjà quand même penser à bien vérifier le circuit. L'entartrage du radiateur, est-ce que vous avez déjà démonté le radiateur? Est-ce que vous avez déjà vérifié s'il était entartré ou pas, ce radiateur? Parce qu'une voiture qui date... démonté le radiateur, non. Parce qu'une voiture qui date de 69, il y a toutes les chances, si le radiateur n'a jamais été changé, qu'il soit entartré. Donc un radiateur entartré, c'est un moins bon refroidissement. Il faut commencer par ça. Pareil, comment on le détartre? Je ne vais pas mettre anti-cale dedans. Hein, alors il y a des produits pour détartrer les radiateurs. Bon, le mieux, c'est de faire changer les faisceaux. Ça ne coûte pas extrêmement cher. Et puis, je pense que vous avez même, sur ces voitures-là, les pièces, finalement, sont pratiquement moins cher que sur les voitures modernes. Tout à fait vrai. Et on les trouve en plus. Alors, on les trouve. La pompe à eau, pareil, si elle est de 69, vous avez tout intérêt. Non, elle a été changée. Elle a été changée. Bon, ça, ok. Le calage de l'allumage peut aussi avoir une influence sur la température du moteur. Un carburateur réglé trop pauvre, ça va faire chauffer la voiture. Donc vous démontez une bougie, vous regardez la couleur. Si elles sont un peu blanches, ça veut dire que vous êtes un peu pauvre. Éventuellement, monter un ventilateur électrique avec un carénage. Mais il faut commencer déjà. Alors, premier truc, vous achetez un thermomètre, vous vérifiez que tout le monde est d'accord sur la température. Ensuite, si ça continue... c'est pas gradué. Hein. Oui, mais même si c'est pas gradué, vous le verrez bien. Quand c'est à la moitié, vous devez être à 80 degrés à peu près. Oui, voilà. C'est ce que le thermomètre, pour lui, le milieu, ça doit être 80. Donc vous vérifiez que votre radiateur est à 80 degrés avec le mano au milieu. Si le mano il va dans un sens ou dans l'autre, c'est qu'il n'est pas très très bon. Et puis ensuite, le circuit de refroidissement, ça vaut le coup sur une voiture qui est quand même très âgée, de vérifier tout ça.
Moi, sur mes D'accord. voitures, j'ai commencé systématiquement par faire ça. Voilà. Ouais. C'est-à-dire démonter les radiateurs. Et il n'y en a pas un seul qui n'était pas entartré. D'accord. D'accord, le mien, il y a de fortes chances qu'il le soit. Ah bah c'est sûr, c'est sûr, oui, c'est pratiquement sûr. 69, C'est oui, pratiquement sûr. Ouais. Et puis même le bloc moteur, il est possible que les conduits de passage du liquide de refroidissement soient aussi un peu obstrués avec le temps. Moi, sur la Jaguar, par exemple, tout l'arrière du moteur était plus refroidi, il y avait de la boue dans le bas moteur, carrément. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire quand j'ai ouvert la vidange de l'eau à l'arrière du bloc, quand j'ai acheté la voiture, il n'y a pas d'eau qui coulait. Wow. Ah ouais, c'était bouché, quoi. C'était bouché. Ouais. Bon, en tout cas, Franck, vous avez donc les travaux de la maison à faire dans la moyenne, plus ce week-end, les travaux de la MGC. Quand on viendra avec Laurence, ce serait bien qu'on puisse aller se promener aussi avec la décapotable. Vous savez ce qu'il y a comme cas à côté? Je suis à côté du col de la Madeleine. C'est Ensuite, sympa, le ça. col de la Croix de Fer. La Croix de Fer, je l'ai fait avec la MG, justement. Mais elle montait pas plus chaud que sur autoroute. Bon. Oui, si dans la côte elle montait pas plus, non. Vous avez pas un vrai. Vérifiez quand même le manomètre. Tout ça, on va vous souhaiter un super week-end en montagne. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis monté dans. Non, mais en plus, c'est magnifique à monter en cabriolet. C'est fabuleux. Eh ben, Franck, on va venir l'été et l'hiver maintenant. Vous nous prévenez. Gardez mon numéro de téléphone. Moi, j'ai le messenger de Jean-Luc. Là, pour passer dans le coin. Hop. Eh ben voilà, top. On vous embrasse fort. Merci Franck, bonne journée. Merci beaucoup et passez un bon week-end. Merci à vous aussi. C'est Franck qui nous appelait de la jolie vallée de la Maurienne. Allez, dans quelques instants, on va essayer. Enfin, c'est surtout l'ami Jean-Luc parce que alors moi, je ne fais que regarder et je suis au fauteuil passager. Voilà, je regarde la Nissan Juke hybride. C'est à suivre dans On parle auto sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et nous allons prendre le volant dans la série, évidemment, saison 18002. J'essaye la voiture et je prends le volant de l'ami Jean-Luc. On va découvrir la Nissan Juke hybride. Exactement, deuxième génération de Nissan Juke. La première génération avait pratiquement inventé le segment des SUV urbains en 2010. Pourquoi je dis pratiquement? Parce que Toyota avait avant, avec le RAV4, proposé un petit véhicule look 4x4 déjà une dizaine d'années plus tôt. Le premier opus avait des lignes qui étaient, alors comment je peux dire ça, avec beaucoup de caractère pour rester politiquement correct. On aimait ou on détestait. Moi, je faisais plutôt partie de la deuxième catégorie. Donc le second est beaucoup plus consensuel et il doit surtout affronter une concurrence aux dents longues. Alors c'est le Renault Captur en France et surtout le Peugeot 2008 qui caracole en tête des ventes. Le Juke était plutôt mal loti en la matière parce qu'il ne disposait que d'un seul moteur essence 1 litre, 114 chevaux. L'an passé par exemple, il s'est vendu 5 fois moins de Juke que de Captur. Et comme il se vend moitié moins de Captur que de 2008, vous faites le compte vous-même. Aujourd'hui, heureusement, ce Juke hérite de la mécanique hybride du Captur e-tech. Ça lui redonne une seconde jeunesse. Sous le capot, donc un moteur 1,6 litre essence 94 chevaux, un moteur électrique 49 chevaux, tous les deux d'ailleurs qui viennent de la banque d'organes Nissan. Une batterie de 1,2 kWh qui est petite, mais vous allez voir que c'est déjà très efficace. Et une originale boîte de vitesse à Crabo qui intègre un moteur électrique. Ça a été conçu par Renault. C'est même la patte de Renault en matière d'hybride. Au total, 143 chevaux et pas moins de 15 modes de fonctionnement. Alors pour le reste, pas de changement, 4,20 m de long, un coffre et un espace à bord qui sont supérieurs à ceux de la première génération, cela dit, avec un pare-brise qui n'est pas très grand et puis des vitres qui ne sont pas très hautes, on n'a pas l'impression d'être dans un SUV, ça fait un peu couper l'ambiance à bord, c'est pas désagréable. À part cela, la présentation justement est agréable. C'est pas au top de la high-tech avec un écran central qui fait 8 pouces, alors qu'aujourd'hui on est plutôt parti sur du 12 pouces en général. Vous avez des compteurs analogiques également, ce qui est assez surprenant sur une voiture aujourd'hui, quoique avec la crise des semi-conducteurs, finalement on est tranquille. L'équipement en revanche est particulièrement complet, surtout sur notre finition première édition, donc qui sort, c'est les 900, il y a 900 exemplaires de cette finition très huppée. Bon, le principe de fonctionnement, tout à l'heure je vous ai dit 15 modes de fonctionnement. Si je vous explique comment ça marche, déjà on va y passer le reste de l'émission et vous allez tous sortir avec un mal de tête terrible. Alors moi je propose d'aller sur la chaîne YouTube où il y a les totales. Alors là vous verrez, en 12 minutes je vous explique un petit peu mieux comment ça marche, mais ce qui compte, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne sent aucune transition quand on est au volant. D'accord. Le truc, c'est une usine à gaz et quand vous conduisez, vous vous rendez compte de rien. C'est bien ça l'essentiel. Alors, la voiture démarre en mode tout électrique et il demeure
70% de la course de la pédale des gaz. Je m'explique. Ah oui, merci. Voilà, je m'explique. Sur une Toyota, quand vous démarrez du feu rouge, pareil, je prends une Toyota hybride parce que c'est ce qu'il y a de plus courant, et que vous accélérez un peu plus fort, vous allez mettre en route le moteur thermique. Là, vous le mettez en route beaucoup plus tard. Donc, on fait beaucoup plus appel à l'électrique en ville et finalement, c'est plus agréable. On peut rouler d'ailleurs 80% du temps avec le moteur thermique coupé quand on est en agglomération. On peut faire environ 3 km en 100% électrique. C'est pas le but du jeu d'un hybride simple. On a aussi un système qui s'appelle e-pédale qu'il y avait sur la Leaf. Sur la Leaf, ça permettait, quand vous leviez le pied de la pédale de l'accélérateur, d'arrêter la voiture. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé ça très bien, parce que dans les manœuvres, c'est vrai que c'est pas simple, mais on peut déconnecter normalement cette fonction. Bon, là, ils ont choisi de garder ce qu'on appelle du rampage. Donc, ça ne s'arrête pas complètement. La voiture continue à 7 km/h. C'est plus facile, effectivement, de faire des créneaux. Alors, le seul bémol que je vois vraiment sur cette voiture, c'est le confort, parce que elle était dotée, cette finition haut de gamme de route 19 pouces, c'est un petit peu raide. En ville, quand vous passez sur un ralentisseur, ça secoue, et quand vous êtes sur des pavés, vous perdez un plombage ou deux. Donc, alors, en revanche, les performances sont bonnes, sur route, 0 à 100 en 10 secondes 1. Il y a un petit temps de réponse entre l'accélération à la pédale et l'accélération réelle, environ 1 seconde, il faut s'y habituer, ce qui fait que vous n'aurez pas envie de rouler très dynamiquement, mais quand on roule gentiment, c'est effectivement très agréable. D'ailleurs, le pied léger, la consommation mixte ne dépasse pas 5,9 litres en faisant de l'autoroute, de la ville et de la route. Quand on est en ville, on est aux alentours de 5,5 litres. C'est assez intéressant pour un véhicule. Alors, c'est un tout petit peu plus qu'un équivalent chez Toyota, mais je vous l'ai dit, en ville, c'est plus agréable à conduire. Ça démarre à 31 450 €. C'est plus cher qu'un Captur, mais mieux équipé. Et la première édition, qui est une version, donc, je vous l'ai dit, 900 exemplaires, 34 700. C'est pas trop mal placé. On aurait quand même, pour rattraper leur retard, j'aurais été le directeur du marketing Nissan, j'aurais mis un poil moins cher qu'un Captur, mais bon, c'est leur choix. Il y a Stéphane qui nous pose une question sur la page Facebook de Sud Radio, où on a regardé, grâce à Bastien, notre réalisateur, un extrait, en tout cas une partie de ce film que l'on va pouvoir voir intégralement sur votre essai sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et Stéphane dit, et l'effet variateur est fini car la sensation est horrible. Non. Alors, on n'a pas ça, justement, sur la technologie développée par Renault. On n'a pas cet effet emballement qu'on a à l'accélération sur les Toyota. On a quand même une décorrélation entre le régime du moteur thermique et l'accélération. Donc, ça peut être gênant dans certains cas, mais ça l'est beaucoup moins que sur un hybride Toyota. D'accord, top. Voilà, on a fait le tour, merci beaucoup. Je vous rappelle donc que l'entièreté, même si le mot n'est pas joli, la totalité de la vidéo et de l'essai, vous la retrouvez... Avec des jolis châteaux. Ah ouais, c'est je bien, fais le tour des châteaux de la région l'île de France. Même de l'île de France. Vous êtes descendu un peu Là, c'est le château de Ferrières que vous verrez à la fin, très très joli. Seine-et-Marne ? Oui, ça doit être ça. Il me semble, mais peut-être que je dis des bêtises, parce que des fois ça m'arrive. Merci beaucoup Jean-Luc pour cet essai de la semaine avec le Nissan Juke hybride. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons parler d'environnement en accueillant Pierre qui vous a écrit qui nous a écrit un mail qui avait une question que je trouvais assez intéressante. Je participe @sudradio.fr et du coup on va accueillir Pierre maintenant. Oui, bonjour Pierre. Salut Pierre. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Voilà, je suis Pierre de Strasbourg. J'habite non loin de l'usine Bugatti de Rosheim, donc la patrie de belles voitures. Ça, et donc oui, je me suis reposé la question. En fin de compte, j'avais à l'époque repenser à une technologie hybride essence qui avait été présentée au Salon de Genève en 2013 par Peugeot. Hybride Air. Voilà. Hybride Air. Donc c'est un projet qui a débuté en 2011 et malheureusement il a été abandonné en 2014 par manque de partenaires et d'investisseurs. C'est vrai que c'était vraiment dommage parce que c'était un système qui avait des avantages en termes de coûts et de consommation. Alors il n'y avait pas que des avantages, il y avait quelques inconvénients et c'est d'ailleurs les inconvénients qui font que le projet n'a pas abouti. Mais le système, c'était de dire, vous savez, le principe d'un hybride, c'est quand on ralentit le moteur, alors sur un hybride électrique, le moteur électrique transforme l'énergie cinétique de la voiture en électricité et recharge une batterie. Donc là, on n'avait pas de moteur électrique, on avait un système avec une pompe qui une pompe hydraulique qui gonflait un réservoir avec de l'azote et cet air comprimé était réutilisé à l'accélération, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de batterie, on avait un système qui était, alors il faudrait dire hydropneumatique plutôt que hybride air.
Et l'avantage, c'est que le coût en fait d'un réservoir d'air comprimé, enfin d'azote comprimé était beaucoup moins élevé. Voilà, ça coûtait rien. Le souci, et c'est bien ça, parce que moi j'ai croisé plusieurs fois Karim Mokaden, qui était le directeur du projet de l'hybridaire, et le vrai point crucial qui fait que ça n'a pas pu aboutir, c'est la pompe moteur, donc ce qui sert à gonfler et ensuite qui sert à aider le moteur thermique. D'abord, c'était bruyant, donc faire une pompe pas très bruyante, c'était pas simple. Et deuxièmement, ça coûte extrêmement cher de développer une pompe capable de fonctionner en permanence sur un véhicule. On sait faire des pompes qui fonctionnent dans un sens ou dans l'autre. Vous en faites combien, vous, tous les matins? Oui, j'en fais ça, une centaine. Ah, pardon, excusez-moi. Et c'était très cher, même en travaillant avec Bosch, puisque Bosch était partenaire dans le projet. Le coût de développement de cette pompe était tel que le projet n'a pas pu aboutir. C'est à cause de ça. Bon, après aussi, le deuxième handicap qu'il y avait, c'est qu'on stockait finalement assez peu d'énergie. On avait... allez, on va dire une dizaine ou une quinzaine de secondes d'accélération avec l'azote comprimé. Alors qu'avec une batterie électrique, là on prend l'exemple du Nissan Juke qu'on avait juste avant, avec 1,2 kWh d'énergie, vous pouvez accélérer beaucoup plus longtemps que ça. Vous pouvez faire même jusqu'à 3 km. C'était les deux soucis. C'était une bonne idée, mais elle s'est heurtée à la production en série, en fait. Elle est peut-être un petit peu trop novatrice par rapport à notre époque. C'est peut-être quelque chose Non, c'est pas ça, parce qu'en fait... Après, c'est une histoire d'argent. Oui, non, mais là, c'était effectivement ça. Ce qui coûtait cher, c'était de développer cette pompe. D'accord. Et donc, PSA, à l'époque, a fait le tour de partenaires éventuels. Je crois qu'ils avaient approché Volkswagen. Et en fait, les gens n'étaient pas intéressés parce qu'ils étaient déjà en train de travailler sur de l'hybride électrique. D'accord. Et donc, on ne pouvait pas avoir effectivement aller sur deux systèmes, deux technologies, développer deux technologies. Deux technologies en parallèle. Vous savez, ça coûte tellement cher aujourd'hui. D'ailleurs, même Renault dit aujourd'hui, nous, on a développé la Mégane E-Tech, on aurait bien voulu développer d'autres choses à côté, mais on avait le budget que pour une. Et les constructeurs doivent faire des choix. Vous savez, les constructeurs qui peuvent se payer le luxe d'explorer toutes les pistes, il y en a très peu. Il y a Toyota. C'est pour ça que Toyota fait de l'hydrogène aujourd'hui. Moi, je continue toujours pas à y croire. Mais eux, ils continuent parce qu'ils disent on explore toutes les pistes. Et c'est vrai que si demain, on sait fabriquer de l'hydrogène pas cher et de façon écologique, ça sera bien. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Voilà. Bon. En tout cas, merci Pierre. Un gros coup de pompe là pour le coup pour l'hybridaire. C'était ça. Facile, oui, elle est facile. Mais bon, en même temps, de ne pas la faire, ce serait dommage. Oui, c'est dégonflé. Là, merci en tout cas. Merci à vous, Pierre. Vous êtes où, vous déjà? Je suis en Alsace. Ah, en Alsace, oui, c'est ça, vous l'avez dit au début. En plus, Malsheim, vous l'avez dit au début, hop là. On vous souhaite un très très beau week-end en Alsace. Merci. Et de même. Et ben merci. Et quant à nous, une petite pause. On retrouve une autre question puisque cette émission est la vôtre. Donc vous faites tout de suite le 0826 300 300. Vous venez nous rejoindre. On m'annonce David au standard de Sud Radio. Donc, écoutez, on va voir ce qu'il a à nous dire. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous vous attendons évidemment au 0826 300 300. D'ici quelques minutes, nous allons parler pneus. Que faut-il vérifier sur sa voiture avant de prendre la route des vacances? On ne va pas que parler pneus, d'ailleurs, on va parler un petit peu niveau, par exemple. Ah bah super. Est-ce que vous êtes au niveau, Laurence? Moi, ça va, mais ça dépend de quel niveau vous parlez. Mais... Au passage à niveau. Pas que. Évidemment, vous pouvez aussi nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr et vous pouvez bien sûr tout de suite appeler 0826 300 300. Par exemple, à 13h, on vous donnera la parole. Ça va être le cas d'ailleurs pour David. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va David? Eh ben, ça va très bien, très stressé. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? De passer à la radio comme ça, puis d'avoir Jean-Luc au téléphone, c'est vrai que c'est un grand stress. Mais il est gentil. Mais c'est pas douloureux, vous inquiétez pas. Il mord pas encore. Il mord pas. Non. Regardez Laurence, elle a des traces, mais dans le dos on les voit pas. Alors, Non, mais tout va bien. Puis on est entre nous, on est sur Sud Radio, on parle vrai, on est en famille. Allez-y, on vous écoute, mon David. Super, merci beaucoup, merci de m'avoir appelé. Alors moi j'ai appelé parce que ma compagne a acheté une Citroën DS3 en PureTech 110 chevaux qui est de 2015. D'accord. Et depuis quelques temps, en fait, au départ, elle fonctionnait très bien.
Et depuis quelque temps, quand on accélère énormément dessus, elle broute. Ouais, exactement, elle broute. Vous la garez dans l'herbe, c'est pour ça, non? On a essayé de l'utiliser en tondeuse, mais ça fonctionne pas non plus. C'est drôle ça. Non, mais en donc fait, elle broute. Ouais, exactement, un petit peu comme quand on est en première et qu'on lâche l'embrayage trop rapidement. Ouais. Et après, en fait, il y a un petit voyant moteur qui s'allume, qui s'éteint très rapidement. Et la voiture cale et le problème c'est qu'on n'arrive jamais à l'amener au garage avec le voyant allumé, quoi. D'accord. Alors cette voiture, vous faites quoi? Elle fait quoi comme type de trajet, votre femme, avec? Alors elle fait beaucoup de centre-ville. Ah bah voilà, j'allais vous le dire. C'est un moteur, 1 litre de PureTech, c'est un moteur qui n'aime pas les petits trajets. Ça c'est le premier truc. Ça se traduit par un encrassement de la culasse et les à-coups viennent de là en fait. On est sûr de ça? Et vous pouvez, oui, parce que c'est un mal qui est archi connu sur ce moteur-là. Voilà. D'accord, c'est pour ça que je voulais que vous m'appeliez. Ouais. Donc attention, ça peut aller jusqu'à la casse moteur, ce problème. Donc c'est pas juste des à-coups, ça peut aller beaucoup plus loin. Alors il faut nettoyer les conduits internes de la culasse, il faut remplacer les bougies, il faut remplacer éventuellement les changeurs, le déshuileur, parce qu'il y a un déshuileur, n'est-ce pas? Voilà. Éventuellement les injecteurs. Il y a eu un rappel qui a été fait en 2018 sur les modèles antérieurs, donc normalement votre modèle a dû être concerné, mais le rappel, ma grand-mère aurait dit, c'était un peu un cataplasme à une jambe de bois, il y a eu une reprogrammation, mais ce moteur n'aime vraiment pas faire des petits trajets. Donc, Stellantis, parce qu'on les appelait par leur nom maintenant, propose une prise en charge, mais dans la limite de 5 ans ou 150 000 km. Donc c'est cramé pour vous, parce que la voiture a plus de 5 ans. Alors ce que vous pouvez faire déjà, avant quand même de passer question de Laurence de Paris. Laurence de P. La voiture, vous l'aviez achetée d'occasion Oui, d'occasion. Il y a combien de temps? En septembre 2021. Oui, donc il y a assez peu de temps, mais elle faisait de la ville aussi, la voiture, avant. Et alors, les trajets d'avant, c'est vrai que je les connais pas, mais en tout cas, ça faisait pas du tout ça au départ. Mais vous l'avez acheté à un particulier ou à un concessionnaire? Un concessionnaire, un garage. Il n'y avait pas de garantie? Alors la garantie, elle était de 6 mois. Ouais, c'est ça, elle était de 6 mois la garantie. Il faut donc c'est bien. Allez, je mettrais presque une main à couper que c'est vraiment un encrassement de la culasse parce que c'est habituel sur ces moteurs-là. Donc, alors ce que vous pouvez tenter avant de passer aux choses vraiment sérieuses, c'est les produits c'est les produits de nettoyage. Alors pas n'importe lesquels, je vais répéter ce que je dis d'habitude. Un produit à 30 €, vu le prix en plus, le prix aujourd'hui des principes actifs, il a fait un bond. Donc à 30 €, c'est du flan. Donc des produits efficaces. Alors vous pouvez, mieux que de le faire vous-même, ce que je vous propose, c'est d'aller dans des centres auto qui font ce type de nettoyage. Donc vous avez ça chez Noroto, il y a ça chez Feu Vert. Donc si vous avez un centre près de chez vous, vous leur demandez, vous leur expliquez que ce moteur-là, il est sujet à l'encrassement de la culasse. Ils vont vous proposer, il y a différents produits qui peuvent être utilisés. Ils vont vous proposer en atelier donc un produit qui normalement devrait être efficace. Ça dépend du niveau d'encrassement. Il ne peut pas y avoir de miracle. Ok. Il peut pas y avoir de miracle. C'est vrai que ça le fait pas en conduite, on va dire entre guillemets normale, ça le fait pas. Oui. Mais c'est vrai qu'en sous-régime ou quand on accélère un petit peu plus, c'est impossible. Voilà, de toute façon, ça pourra pas faire de mal, quoi qu'il arrive. Donc tentez ça. C'est une prestation qui doit valoir une centaine d'euros. Donc c'est à la fois cher, mais c'est beaucoup moins cher qu'un démontage et qu'un remplacement de certaines pièces. Donc tentez ça. Si jamais ça ne fonctionne pas, ça va être cher derrière. Ce sera des frais un petit peu plus conséquents. Exactement. D'accord. Mais c'était c'est surtout pour avoir un avis là-dessus que je m'étais permis de vous contacter. Et surtout, si c'est efficace, n'attendez pas que les problèmes reviennent pour refaire régulièrement, comme votre femme va continuer à faire de la ville avec cette voiture, pour refaire régulièrement. Alors là, pour le coup, avec des produits que vous achèterez, mais des produits. Alors je parle tout le temps de Sfertech, mais Sfertech fabrique des produits pour les distributeurs. Si vous allez chez AD, par exemple, les produits vraiment efficaces qui les font. Voilà. Non, alors c'est pas une marque distributeur, ils ont leur propre marque. Vous pouvez trouver les produits sur Internet, mais ils fabriquent les produits. Vu l'efficacité de leurs produits, ils les fabriquent aussi pour les grands groupes. Donc c'est d'acheter régulièrement ça
et de faire un traitement une fois par an, par exemple. Pour quel type de moteur? Parce qu'on va servir de l'exemple de la DS3. Est-ce que ça marche pour d'autres types de moteurs? Ça marche pour tous les moteurs. Bon, c'est encore plus... d'habitude, c'est plutôt les diesels qui n'aiment pas du tout faire de la ville, mais il se trouve que ce moteur PureTech, il n'aime pas non plus. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pour ça, c'est vrai, c'est pour ça qu'on était parti sur de l'essence au départ. Ah bah oui, mais vous n'avez pas pris le bon cheval. Pas le bon moteur, ouais, parce qu'après je vous écoute en podcast quasiment sur toutes les émissions. Et c'est vrai que pareil, on avait voulu imaginer un petit peu de mettre de l'éthanol, mais bon, les PureTech apparemment. Ah, ils n'aiment pas non plus. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que ça a été, je pense, le moteur essence. C'est une plaie, hein. C'est une plaie. Ouais, ce moteur, le moins efficace par rapport à. Quand il est sorti, il était très prometteur, ce moteur. Ouais, mais il a pas la promesse, elle n'a pas tenu. Hein. Moi, ouais, la mienne, mais il a fallu attendre que les moteurs avaient plus de 20 000 km pour qu'on commence à voir les vrais défauts. Ah bah ouais. Alors au début, on disait ouais super, il marche bien, il est fiable. Alors il y en a qui me disent ouais au début vous avez dit il est fiable ce moteur. Bah oui. Au début, ouais. Quand il n'y avait pas le recul. Il était fiable. Et puis après avec le recul, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Moi je bouffais juste pour la petite histoire parce que pas moi mais lui il mangeait de l'huile, c'était l'enfer. Oui, et s'il mange de l'huile, il va encrasser en plus le moteur. Un bidon d'huile pour 1000 km. Hein. Il mangeait de l'huile, c'était l'enfer. Bon ben voilà. Bon bah écoutez. Avis à la population. On va essayer déjà avec. Essayer ça, oui. Ouais, et puis au pire, je vous tiendrai déjà au courant. Nettoyage en atelier, puis vous me tiendrez au courant. Sinon, si demain on est obligé de faire vraiment tout, c'est quoi comme budget de tout nettoyer, tout enlever, tout ça? Non, mais là, s'il faut remplacer les injecteurs, c'est l'enfer. C'est un budget à 5 000 €. Donc c'est pas possible. Et il n'y a aucune participation possible de Citroën. Non, 5 ans, 150 000. Ouais, ok, d'accord. Et puis attention, c'est plus Citroën, c'est vraiment la marque DS. Hein. C'est vraiment DS, oui, mais bon, DS, même si c'est Stellantis. Voilà. Peu importe, c'est 5 ans, 150 000. Ouais. D'accord. Bon, écoutez. Bon, désolé. Il n'y a aucun problème, on va essayer comme ça déjà. Allez, bon week-end à vous. Bon courage, David. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Et bonjour à votre dame. Allez, tout de suite, au revoir. On va parler un petit pneu de pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Allez, on va pas parler que de pneus, mais on va tout de suite accueillir Franck Mathieu, qui est directeur général d'Eurotire. Eurotire, on dit. Ah, Eurotire. What is it, Eurotire? Tiens, c'est quoi? Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux, et puis bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. Alors, donc, Eurotire. Je confirme, c'est bien Eurotire, hein, c'est pas Eurotire. Donc, juste pour présenter rapidement qui est Eurotire, donc nous sommes un réseau de 230 centres d'entretien et réparation automobile. Donc nous sommes répartis partout en France. On a également 7 centres en Corse. On commercialise tout type de pneumatiques et de services dans nos ateliers, de la vidange, du freinage, amortisseurs, boîtiers de conversion bioéthanol. J'ai entendu que vous en parliez un petit peu précédemment. Nos offres s'adressent aux clients particuliers et professionnels. Aujourd'hui, nous avons la double casquette B2C et B2B. Et on propose toutes les marques de pneumatiques, et notamment les marques du groupe Continental, qui sont plutôt reconnues pour leur performance et leur très très bon rapport qualité-prix. Super. Bon, une précision qui n'a rien à voir avec le schmilblick ni l'automobile, c'est qu'hier soir on discutait avec un ami qui m'a dit mais c'est quoi B2B et B2C? B2B c'est B2 business, donc c'est business to business, donc c'est entre entreprises, et B2C c'est customer, c'est pour les clientèles comme nous, le grand public par exemple. Voilà, muy bien, comme on dit chez nous. Donc alors... Oui, comme Eurotire fait tout, voilà, on va pas parler que de pneus pour une fois dans cette chronique. Pour le départ en vacances, il faut vérifier quoi sur ma voiture? Alors on en parle souvent, mais on oublie vite aussi. Exactement. Alors en fait, il y a quelques basiques, je pense qu'il faut pas négliger. Le premier, c'est le contrôle technique, parce que globalement, vérifier la date du dernier contrôle technique, c'est quand même une base. Oui, et puis pas attendre le dernier moment. Là, je fais une petite parenthèse parce que en ce moment, il y a embouteillage au contrôle technique, donc bien anticiper, parce que si vous devez partir, genre demain matin et que vous vous dites cet après-midi, zut, j'ai mon contrôle technique qui est plus bon, ça va être un peu râpé pour arriver à trouver un rendez-vous. Et exactement. Au-delà du fait du risque de contravention, je dirais c'est presque moins grave, mais il y a l'aspect sécurité. Parce que, bien évidemment, quand vous avez un contrôle technique qui est à jour, c'est quand même un gage de sécurité où ça veut dire que votre véhicule, il peut rouler sans aucun problème. Et puis, il y a aussi le carnet d'entretien. Je pense que ça vaut le coup de jeter un œil de temps en temps si on sait où il est. Et puis on a aujourd'hui des carnets d'entretien qui sont disponibles en ligne. Donc si on a perdu le truc papier, c'est possible de retrouver. On vérifie les niveaux de liquide également. Refroidissement, direction assistée. Quoique direction assistée, maintenant c'est électrique.
Voilà. Le lave-glace. Ah bah oui, très bien. C'est pas inutile, surtout même s'il y a moins d'insectes. Mais il y a moins d'insectes qu'autrefois. Hein. Mais enfin, quand même. Le niveau d'huile moteur, si vous avez un PureTech. La climatisation pour le confort, ouais, nous, on recommande aussi de faire un petit check si vous avez des enfants quand même qui sont dans le véhicule. C'est quand même toujours plus agréable d'avoir un véhicule avec une climatisation qui fonctionne correctement. L'état du pare-brise, vous l'avez dit, avec des balais d'essuie-glace qui fonctionnent parce que les gros orages en été, assez souvent, ils sont assez violents. Et si vous n'avez pas des balais d'essuie-glace qui sont en bon état, c'est toujours un peu la galère. Et puis l'éclairage, voir et être vu, c'est un peu la base, mais d'un point de vue sécurité, c'est quand même extrêmement important. Bon, alors Eurotailleur, on va vérifier les pneus aussi. Puis en plus, on est dans la rubrique Parlons pneus. Ouais. Et exactement. Alors chez Eurotailleur, on contrôle les pneus. Alors qu'est-ce qu'on doit contrôler quand on dit je dois contrôler mes pneus ? Déjà, il faut vérifier l'état général du pneumatique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des petites craquelures sur le côté, comment sont la profondeur de sculpture. Je rappelle juste que le témoin d'indicateur d'usure du pneumatique, c'est 1,6 mm. Mais nous, on dit, n'attendez pas 1,6 mm. Contrôlez régulièrement. C'est le petit, ça fait un petit pont caoutchouc qui est au fond des sculptures de votre pneumatique. C'est un contrôle visuel. Et si vous avez votre pneumatique qui arrive au niveau de ce témoin, ça veut dire qu'il faut vous rendre chez Eurotailleur pour changer les pneus. Il est légalement à la limite, mais la sécurité, en fait, quand il pleut beaucoup, c'est pas 1,6 mm, c'est une profondeur de sculpture plus que ça. Exactement. Honnêtement, aujourd'hui, la quasi-totalité des distributeurs pneumatiques, que ce soit les distributeurs ou les manufacturiers, recommandent un retrait à plus ou moins 3 mm, ce qui vous permet, si vous avez de la pluie notamment, d'éviter l'aquaplaning parce que c'est vraiment le risque. Et puis la base, c'est la pression. La pression. Il y a une voiture sur 3 ou 4 qui roule sous gonflé pour les départs en vacances. Et chargé généralement. Catastrophique parce que chargé, on va prendre l'autoroute, il va faire chaud. Donc c'est pas négligeable. D'ailleurs, comme il va faire très chaud là, pour ceux qui partent ce week-end, il fait quand même plutôt beau. On surélève un peu le gonflage ou non ? On respecte les données constructeurs ? On peut mettre 200 grammes, Franck. Oui, voilà. Après, en règle générale, dans la portière du véhicule ou sur le carnet d'entretien, il y a ce qu'on appelle la pression pleine charge et autoroute, qui est légèrement plus élevée que la pression de base. Donc moi, je dirais, respectez déjà la pression constructeur. Faites vos pressions à froid, ne jamais rectifier cette pression une fois qu'on a fait 300 ou 400 km. Parce que forcément, le pneu va s'échauffer. Et pensez à la 5e roue du carrosse. Et c'est ça, parce que tout le monde dit, j'ai contrôlé les 4 roues, mais il y en a 5 en réalité. Alors, tous les véhicules ne sont pas équipés d'une roue de secours, mais pour ceux qui le sont, pensez bien, achetez un coup d'œil, vous soulevez la petite plateforme dans votre coffre, vous vérifiez l'état de la roue de secours, l'usure et puis la pression. Et si on a le bon matériel le matériel pour les changer au cas où. Et puis on n'oublie pas le triangle et le. Oui, c'est obligatoire ça. C'est obligatoire. Il vaut mieux qu'on. Vous voyez. Voilà, mais si. Donc c'est vraiment ça pour moi la préconisation de base, puisqu'il y a l'aspect sécurité. Vous allez éviter d'avoir un éclatement, un intempestif sur la route ou l'autoroute, et puis toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Et puis ça vous permet aussi d'optimiser votre consommation. C'est-à-dire à l'heure où le litre de carburant est à plus de 2 €. Une bonne pression, exactement. Vous optimisez votre consommation de carburant. Franck, je vais juste proposer à vous et à l'ami Jean-Luc pour une prochaine émission de nous faire un cours de « Je sais changer ma voiture si je crève ». Avec grand plaisir. Je vous amènerai une voiture avec un piège. Ah ouais. Avec 2 voitures avec des pièges. D'accord. C'est vos voitures de collection magnifiques, sont pas pareilles. Non, mais parce qu'en fait, je me rends compte que je vais croiser les doigts. J'ai jamais crevé. Je touche du singe, comme on dit. Je n'ai jamais changé de roue. Alors là, moi, je vous conseille quelque chose quand même. Faites-le avant un jour d'avoir crevé. C'est comme pour les chaînes. Les gens attendent d'être en travers dans le col avec de la neige pour dire tiens, comment je fais pour monter mes chaînes. Et surtout, Laurence, si on change une roue parce qu'on a crevé, on roule un peu et on resserre la roue après. Vous voyez que ça sert les gens qui s'y connaissent pas comme moi, pas comme vous, ça fait des bons conseils. Merci beaucoup, Franck Mathieu. Merci, Franck. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Et puis moi, j'invite les auditeurs à se rendre chez Eurotailleur s'ils veulent faire un petit contrôle visuel rapide. Eurotailleur, c'est le petit frère de Canada Tailleur.
Rien à voir. On vous embrasse. Merci. Allez, c'est Merci, bon week-end à vous. merci à tous les deux. Au revoir. Allez, le Bon retour week-end. de Au revoir. l'info dans quelques instants et juste après vous avez la parole. Vous êtes attendu au standard 0826 300 300 pour poser vos questions en direct et dès maintenant à l'ami Jean-Luc sur Sud Radio. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et dans notre dernière demi-heure, on va aller faire un petit tour du côté du Mans Classique. Mais tout de suite, vous le savez, c'est votre rendez-vous, le moment où vous pouvez nous rejoindre ou au 0826 300 300 ou sur Facebook ou je participe @sudradio.fr. Bref, il y a plusieurs portes d'entrée et je crois que c'est Yves qui a contacté le standard ce matin. Salut Yves. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour, vous habitez où? J'habite dans le 13, à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Oh, mon Dieu, vous êtes où à Saint-Rémy, j'adore. Non, je suis à Mayenne, exactement. Ah, ok, très bien. Un petit village. On vous écoute. Donc j'ai un gros souci, à mon avis. J'ai écouté Jean-Luc, parce que je le vois des fois à Avignon au salon, mais il a tellement de garde du corps qu'on peut pas approcher. Non mais c'est quand vous dites j'ai écouté Jean-Luc et j'ai un gros souci. Alors déjà ça m'inquiète. Ouais. Alors le gros souci est le suivant. Voilà, j'ai posé un boîtier Biomotors. Ouais. J'en suis content. J'ai déjà fait quelques kilomètres avec. Sur quoi comme voiture? J'ai un Hyundai Kona. D'accord. Tout marche bien. Ouais. Mais mon souci est le suivant. Et puis, je vais vous expliquer en 2 secondes. J'ai écouté l'autre jour l'émission. Vous avez dit qu'il faut charger les batteries de temps en temps pour les faire tenir plus longtemps. Oui. Donc, je suis parti en Tunisie faire un petit, comme d'habitude, un petit séjour de 2 semaines. Donc, j'ai chargé ma voiture avant. Oui. Et puis j'avais déjà posé le boîtier, donc ça m'a posé un souci. Quand je suis rentré, j'ai remis le chargeur, j'ai vu que j'avais plus de 40%. Le problème, c'est qu'il est branché en direct sur la batterie. Est-ce légal? Sans fusible, sans protection de fusible, ni rien. Ah, vous voulez dire que le boîtier, il est branché directement sur la batterie? Voilà, je coupe le contact, il tourne toujours. C'est bizarre. Qui vous a installé ça? C'est un installateur agréé? Oui, tout à fait, à côté de chez moi. Quand j'ai vu qu'il était à 5 km, j'y suis allé, donc ça posait pas de problème. J'ai même téléphoné à Biomotors, qui m'ont dit, mais normalement, il a dû suivre nos... Et puis, ce qu'il a fait, c'est juste, mais moi, je crois que non. Alors, ce qu'il a fait, c'est juste, selon eux. Ça veut dire que, attendez, que je comprenne bien, vous coupez le contact, vous enlevez la clé, et le boîtier éthanol est toujours alimenté? Toujours alimenté. Bah, c'est pas normal. Il n'y a même pas besoin d'être mécano pour se dire qu'à partir du moment où on coupe le contact, bah oui, il va vous pomper votre batterie en permanence. Déjà que le boîtier ne s'éteigne pas. Alors je ne sais pas quelle est leur logique de fonctionnement au niveau de l'allumage, mais normalement, quand le calculateur d'origine de la voiture se réveille, le boîtier Biomotors doit se réveiller en même temps. Bien sûr. Je vais être franc avec vous. J'ai un neveu qui est le premier technicien automobile chez Mercedes. Donc, et il m'a dit c'est une grosse erreur. Et en plus, pas de protection fusible. Bah oui. Là, il y a... Ouais, puis le truc, il va effectivement vous bouffer votre batterie en permanence. Oui, comme je suis un petit pépé maintenant à la retraite, ça m'arrive de partir, alors j'aurais posé la question. J'ai dit, sous 15 jours, je suis resté à 40%. Si je pars un mois, je pousse la voiture à l'aéroport. Ouais. Non, il faut retourner chez... Alors, non, je suis en contact avec Biomotors. Vous êtes en contact avec eux, d'accord. Oui, ils sont très sympas. Ouais, ils sont très sympas. Non, mais pour moi, il y a un souci dans l'installation. Si eux vous disent le protocole a été respecté, alors là... Non, mais je leur ai envoyé... je vais être franc, Jean-Luc. Je leur ai envoyé des photos. C'est récent, ça date... J'ai même pas encore les papiers, ça date du 25... D'accord, vous n'avez pas fait le changement de carte grise encore? Pas encore. Alors faites-le, faites-le. Bah oui, mais j'ai pas lu le dossier. Oui, d'accord. 47 jours après. Ouais. Il y a un problème. Je savais qu'ils étaient en flux tendu pour les boîtiers, ce qui est logique, parce que tout le monde en veut. Bah oui, parce qu'avec de l'essence à 2,30 €, c'est clair que quand on voit le superéthanol, bon, il a augmenté un petit peu aussi, mais il est à 80 centimes, donc c'est moins de 2 fois moins cher. Ah, tout à fait. Et le Kona, vous en êtes content? C'est à moi de vous poser les questions maintenant. Très content. Et en plus, je vais poser la question qui est la suivante. Vous dites on augmente de je ne sais combien de pourcents la consommation. Alors,
Non, attendez. Est-ce que l'affichage au compteur est à Non, peu il n'est près pas bon. juste? Non, il n'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Je consomme pas beaucoup. Non. Il faut plus se fier en fait aux indications de l'ordinateur de bord qui vous indique la consommation. Pourquoi ? Parce que le boîtier éthanol, il est après. Et lui, il rajoute. Il augmente le temps. Il augmente le temps d'ouverture des injecteurs pour injecter plus de carburant. Et ça, le boîtier d'origine en amont, il n'est pas au courant de ça. Donc, vous avez le sentiment que finalement, il y a une très légère augmentation de la consommation, mais pas entre 15 et 20% comme ce qui est habituel. Mais c'est pas le cas. Le seul moyen pour avoir une vraie consommation, c'est que vous faites votre plein, vous regardez combien de kilomètres vous faites, et puis et vous divisez. Non, mais j'en ai pas assez fait encore. Parce que Mais normalement, vous devriez, avec un moteur moderne comme sur le Kona, être aux alentours de, on va dire, entre 10 et 15%, parce qu'en fait, vous récupérez avec le taux d'octane supérieur de l'éthanol, vous récupérez une partie, il y a moins d'énergie dans l'éthanol, mais vous avez un rendement moteur qui va être supérieur. Oui, c'est supérieur, j'ai déjà remarqué. Voilà, vous avez peut-être gagné un petit peu de puissance aussi. Par contre, que dois-je faire alors ? Et ben là, si vous êtes en contact avec Biomotors, alors moi ça tombe bien parce que le patron de Biomotors m'a laissé un petit message cette semaine, fallait que je rappelle. Donc comme je vais l'avoir au téléphone sans doute lundi, je parlerai de votre cas lundi en même temps. On a vos coordonnées. Je suis à 60 km, je peux y aller à pied presque. Non mais en plus j'ai le numéro personnel de Yves, donc comme ça je vais vous le passer. Vous m'inquiétez. Non, c'est pas ça, c'est pour qu'on puisse continuer de suivre votre dossier. Des fois les blagues. Non mais je vais évoquer votre cas, Yves. En tout cas, on va... Oui, parce qu'on m'a même dit, je vais être franc, et j'ai appelé un expert, on m'a même dit que ça pouvait même aller jusqu'à prendre feu, on ne sait jamais. Ouh là. Parce que c'est toujours sous tension. Un boîtier qui est toujours sous tension, c'est pas normal. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, on a vos coordonnées, Yves, puisque vous les avez laissées au standard. Et à ce moment-là, suite à ton échange avec le boss de Biomotors, je vous laisserai l'ami Jean-Luc reprendre contact avec l'ami Yves qui est avec nous ce matin. Yves, on vous souhaite un très bon week-end. Bonne journée. Du côté de Saint-Rémy-de-Provence, les Baux-de-Provence, tout ça. Profitez bien. Et ça sent les vacances. Il fait beau partout. Non, puis ça sent les vacances. Dès qu'on parle des Baux-de-Provence, c'est les Saint-Rémy, c'est magnifique. Mais Le Mans aussi, ça sent les vacances. Il fait beau. On parle des Bouches-du-Rhône et on va dans la Sarthe. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on rejoint Patrick Peter, qui est le fondateur de la manifestation de ces Classic Cars. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Le grand retour du Mans Classique, ça y est. Enfin. On est en train de dire enfin. Ça fait combien de temps ? Ça fait quoi ? C'est 4 ans ? Ça fait 4 ans, c'était 2018 et comme normalement c'est tous les 2 ans, ça devait se dérouler en 2020 et ça vous a pas échappé, il y a eu quelques difficultés pour les organisateurs en 2020 qui se sont répétées en 2021 et donc on en arrive à 4 ans. Bon. Donc tout le monde est là maintenant. Ouais, en plus vous avez du pot, il fait un temps absolument magnifique parce que ça compte aussi. C'est pas la même. Mais il fait un très beau temps. On était un peu inquiets avec les annonces de grêle il y a une dizaine de jours. Et puis on est passé au travers de tout ça. Donc tout va très bien. En plus, la manifestation, elle a démarré jeudi. D'habitude, ça démarre un peu plus tard. Là, vous avez décidé d'ouvrir. Il faut du rab, parce que... on grandit chaque année. On était sur 2 jours en 2002 quand on a commencé avec 30 000 spectateurs. Et aujourd'hui, on est sur 3 jours et demi, depuis jeudi midi jusqu'à dimanche soir. Et je pense qu'on va franchir le cap des 200 000 spectateurs, donc on est très contents. 200 000, ça veut dire que vous êtes plus très loin des 240 000 spectateurs des 24 heures du Mans. Est-ce que le Mans classique va dépasser les 24 heures du Mans ? C'est la question. Écoutez, j'en sais rien. C'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est que les spectateurs puissent voir les voitures dans de bonnes conditions, etc. Et donc, je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir une croissance trop importante, justement, parce que on voudrait que on puisse approcher les voitures, les pilotes, etc. Ouais, ça reste bon enfant. Ouais. C'est vrai que c'est. Moi, j'adore l'ambiance du Mans classique parce que on peut partager, on peut aller dans les stands, on peut aller voir les voitures. Voilà, on veut garder tout ça. Ouais, ce qu'on peut pas faire dans les courses traditionnelles. Combien de véhicules qui participent aux compétitions déjà ? Il y a 700 voitures en compétition, 700 voitures qui s'étalent depuis 1923, création des 24 heures du Mans, jusqu'à 2010. Donc, vous voyez, c'est un éventail très large, presque un siècle d'histoire d'automobile. Donc avec des plateaux différents, parce que les voitures de 23 courent pas avec les voitures de 1980, évidemment. Ça fait un petit peu dangereux. Non, on les fait par plateau, par période, etc.
Donc il y a 6 plateaux qui vont courir pendant 24 heures depuis cet après-midi 16h jusqu'à demain 16h. Alors ils courent pas en continu, c'est des sessions qui durent, combien? On leur fait faire 3 manches de 45 minutes chacun. Donc ça fait 18 courses qui se succèdent parce que on ne peut pas faire courir toutes les voitures en même temps, ce serait trop dangereux avec les différences de vitesse. Et 2, il y a des voitures de très grande valeur et puis qui sont quand même qui accusent un peu leur âge. Et donc on n'a pas envie de les esquinter. Mais une course de 45 minutes, c'est suffisant. Ouais. Et puis après ça, on les rebichonne et on repart 8 heures plus tard. D'accord. Bon, précisons que c'est le grand circuit. Oui. Vous êtes sur le 13 km 626, c'est ça, donc le circuit des 24 heures. Le circuit qui n'est jamais ouvert en dehors des 24 heures du Mans. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, alors même pour ceux qui trouvent que les voitures de course ça fait du bruit, il y a encore plein d'autres animations disponibles. C'est une grande fête sur 3 jours et demi, le Mans Classique. Oui, je vais quand même vous répondre parce que il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça fait du bruit. Il y a aussi des gens qui trouvent que ça pollue. Et aujourd'hui, vous savez que le sport automobile n'est pas toujours très politiquement correct. Et on en est conscient et on s'adapte. Et donc, on fait courir, on teste cette année pour la première fois sur 4 voitures du carburant synthétique que nous fournit Aramco. Et avec ça, on baisse de 70% les émissions de carbone. Ah, c'est intéressant. Et ça, c'est très, très important parce que, clairement, l'idée, c'est que dans les 2, 3, 4 ans qui viennent maximum, on puisse faire rouler toutes ces voitures avec les carburants synthétiques. Et ça va nous changer énormément et nous, en termes d'émissions de CO2, ça va nous rendre politiquement beaucoup plus corrects. Oui, d'autant que vous avez quand même un des pilotes qui court sur une des voitures test, là, qui est un petit peu un grand patron de l'automobile. Carlos Tavares, il roule sur une des voitures qui fonctionne au carburant synthétique, c'est ça ? Absolument. Alors lui, il roule sur une voiture avec ce fameux carburant, mais c'est vrai que on est content parce que les grands patrons de l'automobile qui aiment l'automobile, ça a toujours donné des résultats au niveau industriel et Carlos Tavares en est la meilleure preuve avec ce qu'il a fait avec PSA et ce qu'il fait maintenant avec Stellantis. Mais on a aussi le grand patron de Ford Monde, Jim Farley. Donc il y a les grands amoureux de l'automobile qui sont là. Bon, alors il y avait aussi vente aux enchères Arcurial ce matin. Vous avez même un drive-in le soir. Ça, j'adore l'ambiance drive-in pour ceux qui veulent rester tard le soir. On y voit quoi comme film ? On y voit des films où l'automobile a une présence particulière. Il n'y a pas que... Mais c'est pas uniquement des films de course. Alors, d'accord, j'ai vu, il y a Fast and Furious. Voilà, il y a ce genre de film où la voiture est quand même très présente dedans. Ouais, bon, puis tous les clubs qui exposent. Ça fait au total, pour finir, ça fait combien de voitures sur le site du Mans? Combien de voitures anciennes? En dehors des 700 voitures de course, il y a grosso modo 8000 voitures de club qui sont réparties par marque. Donc on va prendre un club BMW, on va prendre BMW Angleterre, BMW Luxembourg, Belgique, Allemagne, etc., Et la même chose pour Jaguar, Mercedes, Porsche, etc. Et ben voilà, on a fait le tour. 8000 voitures. Merci beaucoup. Le plus beau musée du monde qui roule. C'est beau ça. Patrick Peter, fondateur de la manifestation. Merci Patrick. Classique. Et puis bon Mans Classique alors. Bon, c'est l'épisode 10. Voilà, vous n'hésitez pas. Et si vous voulez avoir aussi d'autres renseignements, on vous invite à aller sur le site lemansclassique.com. Le Mans Classique en un seul mot. Oui, il y a des vidéos qui sont tournées. C'est vraiment très très beau. C'est passionnant. Allez, dans quelques instants, c'est votre moment. 0826 300 300. Quelle auto choisir? Venez poser la question à l'ami Jean-Luc sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et pour conclure tout doucement notre rendez-vous, puisque nous sommes à 6 minutes à peine de la fin de notre émission, ça, on parle auto sur Sud Radio, on accueille tout de suite Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. On va vous écouter tout de suite Sébastien et vous laisser la parole. C'est gentil, merci. Moi, je suis assez conquis par l'éthanol. Je suis un éthanol addict. Sur les conseils de Jean-Luc, il y a déjà 2 ans et demi, j'ai converti un premier véhicule et aujourd'hui, j'ai un très très bon retour. Ah bah ça, oui, avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'essence à 2,30 €, c'est clair que quand vous faites le plein, vous pensez à moi. Pas systématiquement. Merci.
Non, très franchement, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions à ce sujet-là, mais je leur dis, mais allez-y, n'attendez pas, arrêtez de réfléchir pendant une éternité, il faut y aller, quoi. Ouais, ça marche pas sur toutes les voitures, mais effectivement, quand on a un véhicule qui est compatible, il faut pas hésiter. C'est pour ça que j'avais pris conseil auprès de vous, et la Fiesta 1 litre EcoBoost, top, quoi. Ouais, bon, génial. Alors, donc vous avez votre Fiesta, tout va bien. Et maintenant, une fois que vous avez fait la Fiesta, vous voulez faire la bamboula. C'est ça, elle aime bien le terme. Pas tout à fait. Bon, maintenant, c'est la familiale, parce que du coup, la familiale, elle reste au garage et on roule tous avec la petite voiture maintenant. Bah oui. Donc, le Tiguan 2 litres TDI, jusque-là, c'était bien. Aujourd'hui, on veut passer sur l'éthanol aussi, mais on voudrait rester sur un SUV, quoi. D'accord. Et donc, vous voulez quoi? Vous voulez acheter un véhicule d'occasion, un véhicule neuf? Vous voulez quoi? Alors, une occasion récente. Une occasion récente. Bon, vous avez vu les Flex Fuel d'origine, j'imagine? Bah oui, forcément, on a été voir le Puma. Ouais, mais le Puma, c'est pas grand. Mais il n'est pas grand, c'est ça. Si vous passez du Tiguan, qui est dans sa catégorie en plus, un des véhicules les plus logeables, avec sa banquette arrière qui coulisse, son grand coffre, etc., et que vous passez dans un Puma, il va falloir laisser 1 ou 2 enfants quand vous partez en vacances. Et ils commencent à grandir, mais on les emmène encore. Ah bon? Ouais, non. Donc, acheter un véhicule et le passer comme vous avez fait. Le boîtier, d'ailleurs, que vous avez installé, c'est quoi comme marque? Flex Fuel. D'accord. Eh bien, faire la même chose sur un véhicule qui va être compatible. Pourquoi pas prendre un Tiguan avec le 1,5 litre TSI qui normalement... Alors, c'est un moteur extrêmement moderne. Le 1,5 litre TSI, il a plein de technologies. Il a par exemple un turbo à géométrie variable. Alors, sur les diesels, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais sur les moteurs à essence, c'est beaucoup plus rare. Pourquoi? Parce que la température de combustion de l'essence est plus élevée et vous avez des températures de gaz d'échappement qui atteignent 1000 degrés. Et d'avoir un petit système qui... de variation dans un flux à 1000 degrés, c'est pas simple. Donc ils ont quand même réussi à adapter ça. Vous avez, c'est un moteur qui fonctionne aussi en cycle, ce qu'on appelle 1000 heures. Alors c'est quoi? C'est un peu compliqué. Ça améliore le rendement. Vous avez une course de détente plus longue que la course de compression. C'est un peu le même système que le Atkinson qui est sur les moteurs Toyota. Et on sait qu'avec l'éthanol, ça marche très bien parce que l'éthanol a un taux d'octane supérieur. Donc moi, je serais tenté de dire. Alors après, il faut demander aux fabricants de boîtiers s'ils ont effectivement des adaptations. Parce que là, on est sur des moteurs qui doivent être Euro 6D. Vous voulez une occasion récente ou un modèle plus ancien? Parce que c'est une occasion récente, 2-3 ans, moins de 50 000 km forcément, quoi. D'accord, donc un Euro 6. Donc savoir si ils ont homologué ces boîtiers-là, puisque vous savez, alors les tout derniers filtres à particules en plus dessus, mais vous aurez peut-être, en fonction de votre budget, le modèle juste avant, qui n'a pas forcément un filtre à particules. Mais normalement, ça doit fonctionner. Donc, moi, je serais vous, je tenterais ça. Vous étiez satisfait du Tiguan? Ah, complètement. Ah ben voilà. Complètement. Prenez le même en essence. En habitabilité, c'est super, quoi. Ben voilà, c'est ça. En plus, c'est assez confortable. L'assise, la position de conduite et tout, franchement, on est bien, quoi. Bah alors, faut pas. Prenez le même en 1,5 litre. Le 1,5 litre plutôt que le 1,4 litre, on est d'accord. Oui, le 1,5 litre TSI, qui est la dernière évolution du moteur, et vous le passez à l'éthanol. Alors, est-ce que pour l'instant, il y a des boîtiers compatibles? Je pense que oui. Maintenant, allez voir. J'irai leur demander. Voilà, mais maintenant vous avez, je crois qu'il y a 6 fabricants de boîtiers qui sont homologués, donc voilà, monsieur. Ça serait le diable. Bon, c'est super, merci beaucoup. Donc un petit message à tout le monde, ceux qui trouvent que le carburant est trop cher, vous devriez écouter un petit peu plus souvent Jean-Luc et Sud Radio. Merci beaucoup. Et Lolo merci aussi, Sébastien. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Salut Sébastien. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, parce qu'on a atteint 60 000 podcasts quand même. C'est énorme. C'est top. On adore. Allez. On termine notre rendez-vous avant de laisser la place à l'ami Marty et Invino avec les news de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Une bonne nouvelle pour commencer, puisque le bonus écologique de 6 000 € est reconduit. En effet, le bonus aurait dû passer à 5 000 € au 1er juillet. Il est prolongé jusqu'au 1er janvier 2023. Cependant, il sera désormais accordé aux véhicules homologués à 0 g de CO2, c'est-à-dire aux voitures 100% électriques, dont le prix est inférieur à 47 000 €. Avant, c'était 45 000 €, mais comme les prix ont augmenté, l'État en dit on va être un peu plus généreux. Bon, les hybrides rechargeables sont donc exclus de cette prime et ne sont plus éligibles qu'à un bonus de 1 000 €. C'est un premier coup dur pour cette
cette catégorie dont l'intérêt était avant tout fiscal. On voit que ça va être un peu moins intéressant. Enfin, compte tenu des délais de livraison à rallonge, le bonus de 6 000 € s'appliquera pour les véhicules électriques commandés avant le 31 décembre 2022 et livrés au plus tard le 30 juin 2023, c'est-à-dire 6 mois au lieu de 3. Et pour conclure, un pas de plus vers l'interdiction des véhicules thermiques dès 2035. Ouais, ce sont cette fois les ministres de l'Environnement réunis le 28 juin qui ont entériné la baisse de 100% des émissions de CO2 des voitures particulières et camionnettes en 2035. Toutefois, le nouveau texte doit encore être voté par les eurodéputés. Et puis surtout, l'Italie et l'Allemagne ont ajouté une clause de revoyure en 2026 pour réexaminer les objectifs en tenant compte des développements technologiques. Ça veut dire quoi? Ça signifie que certains moteurs thermiques pourraient encore être commercialisés après 2035 s'ils fonctionnent avec des carburants neutres en CO2. Eh bien voilà, merci beaucoup l'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Quant à vous tous, passez un super week-end. On vous expliquera ce que vous pouvez pas faire au volant pendant la route des vacances. Samedi prochain. Est-ce que j'ai le droit d'avoir pas de maillot de bain? Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'équipe d'Alain Marty, mais quel bavard cet homme. Et cet après-midi, premier rendez-vous évidemment avec Alexandre Priam, ce sera Sud Radio fait son tour de France à partir de 16h sur l'étape de Danemark puisqu'on est sur la deuxième journée. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.